Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de le recevoir. Je sais très bien pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo et je ne peux pas vous en vouloir, bien au contraire. J'ai le plaisir de recevoir Bernard Lugan. Cher Bernard, bonjour. Bonjour, Notre Pierre. maître des études africaines, le, c'est toujours vraiment un plaisir personnel et pour tous les miens de t'avoir. Là, nous avons quelques sujets à voir. Déjà, je voudrais qu'on entre tout de suite sur ton actualité, parce que ton actualité recoupe les grandes questions. Tu viens de sortir un ouvrage sur les questions berbères. Oui, oui. Et Histoire des Berbères. or, je voudrais que tu nous en parles un peu et surtout de l'importance que cette question peut avoir, parce que c'est une question que les nationaux, à mon sens, ne maîtrisent pas assez. Or, c'est une question centrale pour comprendre toute une partie de l'Afrique du Nord. Oui, parce que l'Afrique du Nord, comme le disaient euh, quelques anciens spécialistes, l'Afrique du Nord est abusivement présentée comme un monde arabe alors que c'est un monde berbère. Les Berbères sont ce qu'on appelle les primo-occupants, avec le terme à la mode aujourd'hui, et ces Berbères constituent encore le fond ethnique essentiel de l'Afrique du Nord. Les études génétiques qui ont été faites montrent que l'apport arabe a été, au point de vue ethnique, au point de vue génétique, pardon, très peu important par rapport à la réalité de ce bloc anthropologique berbère. Mais le problème, c'est que les Berbères sont devenus culturellement arabes. Au moins une grande partie d'entre eux, ils sont devenus culturellement arabes parce que la conversion à l'islam a fait que les paroles sacrées devant être prononcées en arabe et le livre saint ne méritant aucune altération, il a fallu donc que l'arabe soit appris par les nouveaux convertis dès le 7e, 8e siècle. Donc il y a une contradiction entre deux faits. Un fait, j'allais dire, génétique, qui est la réalité berbère, et un fait ethnique, donc culturel, qui est la réalité arabe et islamique. Or, islam ne correspond pas forcément à arabité, et arabité ne correspond pas forcément à islam. Donc nous sommes dans une contradiction, et au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, les nouvelles autorités algériennes, qui n'avaient aucune légitimité, alors aucune légitimité, parce que ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie à la fin de l'été 1962, c'était les planqués, hein, c'est ceux qui ne se sont pas battus. Ceux qui s'étaient battus, ils étaient soit morts, soit ils étaient dans les maquis, ils étaient encore dans les Kabylies, etc. Et ceux qui ont pris le pouvoir sont ceux qui étaient les membres de l'armée des frontières, c'est-à-dire les 40 000 à 50 000 planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc et qui ont mené si une action de guerre importante, mais ils se sont fait ratiboiser en 1960 quand ils ont essayé de forcer en masse la ligne Maurice-Chal, celle du côté tunisien, et qui se sont fait vraiment étrier par l'armée française. En plus, ils n'ont plus bougé le bout du museau jusqu'à l'indépendance. Tandis que ceux qui s'étaient battus contre les Français, qui étaient les mecs qui en avaient dans la culotte, ils se sont bien battus, les gars. C'était les gars des maquis, et ces gars des maquis ont été complètement évincés par les planqués qui sont arrivés après 1962. Donc, il y a eu prise du pouvoir par les gens qui ont volé la victoire à ceux qui s'étaient battus, et ces gens qui ont volé le pouvoir ont créé une fausse histoire. Ils n'avaient aucune légitimité, et ils ont donc créé une fausse histoire, et ils ont coupé euh, l'Algérie de ses racines en disant l'Algérie est un pays arabe et musulman. Pourquoi? Parce que l'essentiel des combattants qui avaient lutté contre les Français, c'était les Kabyles,
où les habitants des Aurès, c'était les Chaouia, c'est-à-dire qu'ils étaient des Berbères. On parle des Kabyles, mais disons des Berbères. Et ceux qui ont pris le pouvoir en 62, l'armée des frontières, c'était des Arabes. Attention, il y avait énormément de Berbères parmi eux, mais des Berbères qui avaient choisi l'arabisation. Une grande partie, par exemple, Boumedienne était un Chaouia, c'était un Orésien, mais qui était complètement passé du côté de la vision historique de l'Algérie, pays arabo-musulman. Donc, c'est la grande contradiction. Alors, cette grande contradiction est à la base de toute la fausse histoire de l'Algérie aujourd'hui. Et elle est à la base du grand traumatisme existentiel de l'Algérie, car tout le monde sait bien en Algérie que l'Algérie, je ne dirais pas que l'Algérie n'est pas un pays arabe, je dis que l'Algérie est à la fois un pays arabo-berbère ou berbéro-arabe, mais ce n'est pas un pays arabe. Tout le monde le sait, ça. Mais comme la fausse histoire repose sur cette négation de ce fait berbère, si le système algérien aujourd'hui reconnaît d'une manière ou d'une autre que l'Algérie est arabo-berbère, eh bien, c'est tout son mensonge qui s'effondre et c'est toute la légitimité de cet État artificiel, ce nationalitarisme, comme aurait dit Maurras, qui va s'effondrer par rapport à cette réalité que tout le monde connaît. Et une des grandes questions qui s'est posée au moment du Hirak, ça personne n'en a parlé. Une des grandes questions qui s'est posée au moment du Hirak, c'est justement le retour de ce courant qui était le courant qui était destiné à prendre le pouvoir en Algérie s'il n'avait pas été évincé par l'armée des frontières. En fait, c'est le courant du congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam qui se tient en 1956 en Kabylie. Et ce congrès de la Soumam est un congrès qui va réunir les combattants de l'intérieur, sauf la wilaya des Aurès, parce qu'à ce moment-là, la wilaya des Aurès a des problèmes militaires, ils ne peuvent pas d'envoyer à ce congrès. Et ce congrès de la Soumam va définir un certain nombre d'orientations de l'Algérie indépendante, future. Laïcisme. Donc, l'État ne sera pas un État religieux. 2. Refus de l'engagement sur des blocs, refus du pouvoir militaire et reconnaissance des deux composantes arabo-berbères ou berbéro-arabes. Et ce congrès de la Soumam est le congrès fondateur. Or, pour les dirigeants qui sont à l'extérieur, c'est absolument mortel. Ils considèrent que c'est une prise du pouvoir, une OPA prise par les Berbères, qu'ils soient kabyles ou autres, mais par les Berbères, sur le courant indépendantiste. Et ils vont liquider le fondateur de ce courant un an plus tard au Maroc, et ils vont immédiatement mettre hors la loi tout ce qui a été décidé au congrès de la Soumam. Alors, il est assez paradoxal de voir que l'État algérien aujourd'hui parle du congrès de la Soumam, alors que le système algérien est composé des descendants de ceux qui ont liquidé le congrès de la Soumam. Et dans le Hirak, ce qui était sous-jacent, c'était en fait le retour à ce congrès de la Soumam, qui définissait des bases d'une Algérie totalement différente de l'Algérie qui a été définie par ceux qui ont volé le pouvoir, ceux qui ont fait main basse sur le pouvoir, ceux qui ont fait un coup d'État durant l'été 1962 en renversant le GPRA et en mettant le système au pouvoir. Si tu veux, la grande trame historique qui est à la base de tout. On t'écouterait pendant des heures. Je parle sous ton contrôle avant de rebondir sur un autre sujet algérien, mais si mes souvenirs sont bons, lors des affaires algériennes des années 90, GIA et autres, ce sont ces anciennes zones qui ont été brutalisées par le FLN à sa prise de pouvoir, qui ont accordé une partie de leur soutien, non pas par islamisme, mais par détestation de l'État central. Ce que tu dis est intéressant. Il ne faut pas
faut pas, comme disent les anglo-saxons, to push too far a good point. Hein. Il ne faut Mhm. pas partir d'un ou deux bons points pour en faire un système général. Mais ce qui est intéressant, et cela a été bien étudié, il y a certaines zones dans lesquelles il y a eu un mouvement qui a été incarné par des gens qui ont voulu se venger de ce qui s'était passé dans les années 1962-1964. Mhm. Ça a été documenté pour certaines zones. De là à en faire un système, non. Mais il y a eu, en plus de tout ce qui s'est passé, dans cette myriade d'événements et de mouvements, il y a eu quelques cas, quelques exemples. Il y a même eu des zones dans lesquelles il y a eu des membres de familles qui avaient été massacrés au moment de l'indépendance, des familles de Harki, qui ont, sous couvert d'islamisme ou autre, ont réglé des comptes en liquidant des membres ou des descendants de ceux qui avaient martyrisé leurs parents quelques années plus tôt. Mais, attention, ce sont des cas qui sont des cas isolés Voilà. et il ne faut pas en faire un Un système. système. Toujours dans le cadre algérien, euh, l'Algérie, il y a des pays qui exportent leur politique intérieure pour ne pas avoir de politique étrangère, et il y a des pays qui exportent leur ressentiment pour ne pas avoir de regard intérieur. Et on en a eu un cas intéressant avec l'Algérie récemment, qui nous demande des listes de restitution. Alors, je n'ai pas lu toute la liste, cher Bernard, mais que devons-nous rendre à l'Algérie? L'Algérie voudrait pas qu'on lui rende, qu'on lui donne beaucoup de choses. Alors d'abord, disons une chose, l'Algérie doit vite se dépêcher de demander. Et Macron doit vite se dépêcher de continuer à se foutre à poil en distribuant tout, parce qu'il risque dans quelques semaines de voir que cette politique d'aplatissement est une politique obsolète. Hein. Parce que si les élections législatives confirment ce qui s'est passé pour les élections européennes, la période de, comment dirais-je, du sable, de la cendre sur la tête et de l'acte de contrition risque d'être oublié. Donc, les Algériens ont là 15 jours, hein, pour 3 semaines, pour se dépêcher d'arracher au pouvoir vacillant et complexé qui dirige la France depuis plusieurs décennies, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, se dépêcher de demander ce qu'ils veulent demander, parce que ça va être terminé. Ça, c'est un point important. Mais oui, après, il pourrait y avoir d'autres types de dons et de restitutions. Il se pourrait que. Nous allons peut-être passer dans un autre système de restitution, c'est-à-dire que nous allons peut-être restituer les OQTF à l'Algérie. Oui, voilà. Voilà, ça c'est comme disait Maurras, la balance de Démos à César. Hein. Là, ça serait une balance différente. Euh, il y a eu, n'est-ce pas, pendant des décennies, des exigences de repentance. Il va peut-être y avoir maintenant des exigences de reconnaissance des nouveaux rapports de force. C'est. Du moins, du moins, nous pouvons l'espérer. Sinon, c'est à désespérer. Voilà. Mais disons qu'à chaque fois que Alger, disons, nous envoie une doléance, nous devrions regarder ce qui se passe à Alger, parce que généralement, la France est le bouc émissaire habituel du pouvoir algérien en cas de problème interne. Je t'arrête tout de suite. Si demain, nous avions des responsables politiques qui en aient dans la culotte, ça c'est Mhm. le gros problème, ou qui en ont dans la culotte, mais en ayant toujours les leurs dans la culotte, si nous avions cela, ce serait très simple. Ce serait très simple. Mhm. Moi, je vous vois très bien faire un discours d'amitié à mes amis algériens, en leur disant, mes chers amis, regardons l'histoire.
vous êtes en permanence avec l'œil sur le rétroviseur. Vous regardez le passé, vous ne regardez pas l'avenir. Prenez exemple sur le Maroc. Regardez au Maroc. Il y a eu des événements pendant la colonisation qui n'ont pas été forcément parfumés à l'eau de rose. Mais le Maroc est un pays de vieille civilisation, c'est un vieil État qui est capable de dépasser ce genre de choses et d'aller à l'essentiel. Avec le Maroc, il n'y a pas de problème de passer, même si, bien entendu, il y a eu, d'un côté comme de l'autre, des choses qui n'étaient pas forcément roses. Vous, vous ne regardez que le côté négatif. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes. Parce que vous savez que tout ce qui existe de chez vous, c'est la France qui l'a créé. Alors, prenons quelques exemples, mes chers amis algériens. Prenons quelques exemples. D'abord, l'Algérie. L'Algérie n'a jamais existé. Il y a bien sûr eu en Algérie des pôles de civilisation excessivement brillants. Il y a eu le royaume de Bougie, il y a eu le royaume de Tlemcen, remarquable principauté que l'on pourrait comparer, si la comparaison était valable, aux grandes principautés italiennes, Florence, Gênes, Venise. Mais Tlemcen, ni Bougie n'ont créé l'État algérien. Au même moment, de l'autre côté de la Moulouya, Fès et Marrakech créent un empire millénaire. Alors, l'Algérie n'existait pas. Elle est passée sous contrôle turc à partir du XVIe siècle. Et des années 1520 jusqu'à 1830, il n'y a pas eu de sentiment pré-national algérien. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu en Algérie de naissance comme les Karamanlis en Libye ou comme les Houssainites en Tunisie. Il n'y a pas eu d'émergence pré-nationale pour des raisons historiques très compliquées que j'explique dans mon histoire de l'Algérie, l'histoire à l'endroit. J'explique en détail pourquoi, parce qu'il faut refaire une véritable analyse de ce qu'était la période turque, qui fut une vraie période coloniale. Donc, vous êtes passé de la période coloniale turque à la période coloniale française, et c'est la France qui a créé l'Algérie. D'abord, c'est la France qui va donner son nom à l'Algérie. En 1839, quand, pour la première fois, dans les documents officiels, l'on emploie le terme Algérie. Jusque-là, on appelait territoire occupé d'ancienne régence turque d'Alger. Et l'Algérie devrait encore davantage, mes chers amis algériens, avantage dire merci à la France, car les frontières de l'Algérie, c'est la France qui vous les a données. La France a fait d'ensemble qui n'avait pas d'unité un territoire uni. La France a donné à l'Algérie un Sahara qu'elle n'avait jamais possédé, et par définition, puisqu'elle n'avait jamais existé. D'ailleurs, le Sahara n'est rattaché à l'Algérie que très tardivement, en 1960, par le général de Gaulle. Et le Sahara n'est rattaché à l'Algérie parce qu'avant, il y avait une administration différente. À partir du moment où le Maroc refuse la politique de l'Office des régions sahariennes, car de Gaulle voulait faire un grand ensemble politique et économique sur la région saharienne, le Maroc a refusé. À ce moment-là, de Gaulle, qui en avait assez de tous ces problèmes, a rattaché l'Algérie, le Sahara à l'Algérie. Ça date de 1960, hein, parce que là encore, l'Algérie aurait très bien pu ne pas avoir le Sahara. Mais plus encore, toute la frontière algérienne au sud-ouest a été faite aux dépens du Maroc. Parce que Colombéchar est une ville marocaine, Tindouf est une ville marocaine, le Tidikelt, le Gourara, la Saoura, Tabelbala, tout cela c'est marocain. Or, l'Algérie étant à l'époque française, étant des départements français, la France a agrandi ses départements français d'Algérie en amputant le Maroc, en arrachant des territoires au Maroc. Vous devriez dire merci à la France. Si vous étiez logique avec vous-même, vous devriez tous les jours crier « Vive l'Algérie française !» puisque c'est la France qui vous a donné votre unité, qui vous a donné vos frontières,
qui vous a donné le Sahara, qui a découvert le pétrole du Sahara sur lequel vous vivez grassement depuis l'indépendance, car vous n'avez rien créé, il n'y a pas une industrie, votre agriculture est à zéro, vous êtes même obligé d'importer le grain pour le couscous et le concentré de tomates. Vous exportez des dattes, c'est bien, ce sont les meilleurs au monde, mais votre exportation de dattes ne compense même pas le prix d'importation des yaourts de votre économie. Donc, soyez raisonnable, cessez de récriminer et regardez l'avenir. Alors, ne parlons même pas de ce que la France nous a laissé, parce que il n'y avait pas 1 kilomètre de route en Algérie quand la France s'est arrivée. La France nous a laissé plusieurs milliers de routes goudronnées, routes asphaltées. La France a créé les voies ferrées. La France a créé les ports. La France a créé les hôpitaux. La France a créé les écoles. La France a créé les ponts. La France a créé les viaducs. La France a tout créé, tout créé. Alors, dans un pays comme le Maroc ou dans un pays comme la Tunisie, qui sont des pays où les gens ont les pieds dans leurs racines, ça ne choque personne, tout le monde le reconnaît. Mais vous ne le reconnaissez pas. Quand Nasser, quand le colonel Nasser vient à Alger en 1963 en voyage officiel, il dit à Ben Bella, mais c'est incroyable ce que les Français vous ont laissé. Mais c'est incroyable. Je ne pensais pas que cela était possible. Alors, ce qui est absolument scandaleux au point de vue historique et politique, c'est de voir que les responsables politiques français acceptent ce chantage qui est fait par l'Algérie, alors qu'il suffirait très bien de dire cela. Alors, je viens de le dire d'une manière qui est un petit peu cavalière, et on pourrait très bien le dire d'une manière diplomatique. Très bien le dire d'une manière diplomatique. Et l'on pourrait très bien commencer des campagnes d'information en France, pour les bons citoyens français, pour expliquer aux Français qu'ils n'ont pas à être coupables, car leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents ont vu une grande partie de leurs impôts partir en Algérie. En 1960, 20%, 20% du budget français était destiné à l'Algérie, guerre comprise, bien entendu. Alors voilà ce que l'on peut dire. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Juste avant de passer à notre dernier sujet, on pourrait peut-être même dire que c'est un service à rendre à l'Algérie, parce que sinon elle va faire sa bile noire de son passé pour encore des années et des années et sera l'homme malade de l'Afrique du Nord. Alors le grand problème qui se pose, pas l'Afrique, pas du Maghreb, Du Maghreb, pardon. l'Afrique du Nord part de l'Égypte. Mm. Le grand problème qui se passe à l'heure actuelle, moi je rentre du Maroc, là j'étais au Maroc il y a quelques semaines, euh, il est extraordinaire de constater à quelle vitesse le Maroc est en train de se développer. Euh, Ce que le Maroc a créé avec Tanger, par exemple, c'est incroyable. Et le Maroc qui a récupéré son Sahara, car le Sahara occidental est marocain, de même que une grande partie du Sahara occidental, du Sahara du Sahara occidental algérien est marocain. Tikel Saoura, Gourara, Tabelbala, Tindouf et Colombécha, historiquement c'est marocain. Bon. Donc le Maroc a une façade maritime part de Tanger et qui arrive à la Mauritanie. Le Maroc est en train d'exploser au point de vue économique. Mais le problème qui va se passer, c'est que l'Algérie s'enfonce tous les jours. Et là, il va y avoir un gros problème d'équilibre au Maghreb qui va être d'un Maroc qui est florissant et d'une Algérie qui s'enfonce. Et cette Algérie ne pourra sortir de l'ornière que lorsqu'elle va faire sa révolution. Il faut que le système algérien actuel disparaisse. L'horloge biologique est en train de travailler parce que, si vous voulez, le chibanisme algérien, c'est quelque chose d'assez considérable. Les 3 principaux dirigeants de l'État algérien ont en moyenne d'âge, 86 ans. Hein, 86 ans. Donc, les principaux chefs de l'armée ont dépassé les 78, les 80 ans. Donc, il y a un pays qui est jeune et qui est dirigé par des Chibani, qui est dirigé par des vieillards. Et des vieillards qui ont les yeux tournés sur le passé
Et en ayant les yeux tournés sur le passé, ils hypothèquent l'avenir et le développement de leur jeunesse. Il faut que l'Algérie se remette complètement en cause. Il faut que l'Algérie revienne aux définitions. Il faut que l'Algérie revienne très exactement à ce qui s'est passé en 1949, quand il y a eu la crise berbériste. Et quand les nationalistes algériens qui, berbères, qui ont préparé l'indépendance avaient demandé à ce que soit véritablement définie l'appartenance de l'Algérie. Il faut que l'Algérie définisse ses racines, reconnaisse ses racines et reconnaisse toute la fausse histoire qui est écrite depuis 1962. Car si cette fausse histoire n'est pas pulvérisée, l'Algérie ne pourra pas avancer, car c'est cette fausse histoire qui la tourne vers le passé au lieu de l'encourager à regarder vers l'avenir. Alors moi j'espère beaucoup, disons que les générations comment dirais-je, qui ont les générations kleptocratiques de ce système algérien qui se sont gavés depuis 1962 sur le dos des richesses et du peuple algérien vont finir par rejoindre la maison du père. Vous me direz, il y a un grand problème en Algérie, c'est que partout dans le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura de moins en moins de gens qui auront connu Napoléon, n'est-ce pas? En Algérie, plus on avance et plus il y a des gens qui ont combattu contre les Français. Aujourd'hui, on distribue encore des brevets d'anciens combattants à des jeunes qui avaient 5 ans au moment de l'indépendance de l'Algérie. Oui, mais ils ont entendu passer un half-track sur la colline du Douar d'à côté, donc ce sont des résistants. On ne peut pas avancer comme ça. C'est pas possible. Là, nous changeons de sujet dans cette petite entrevue d'actualité, cher Bernard. Nous partons plein sud. Et parce qu'il y a malheureusement, malheureusement, les médias n'en ont pas assez parlé, et heureusement encore une fois que nous t'avons, parce que tu es un des grands spécialistes du pays, il y a eu un changement en Afrique du Sud, et qui n'a pas été commenté, parce que en dehors de toi, et peut-être un ou deux autres, mais encore je ne pourrais même pas les nommer, il n'y a personne pour les commenter en France. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé récemment en Afrique du Sud qui remet en cause le pouvoir de l'ANC? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est strictement rien passé. Enfin, là encore, l'écume des commentaires. C'est ça. C'est ça. Il y a deux approches. Il y a l'approche politique à l'européenne et il y a l'approche africaine. L'approche politique à l'européenne nous dit l'ANC a baissé et les partis d'opposition ont monté. Foutaise. Mais ça, c'est une vision complètement occidentale. La réalité est que il y a en Afrique du Sud 80% de Noirs et 20%, un peu moins, de Noirs, de Blancs, Indiens et Métis. Je précise que ces Métis ne sont pas des Métis de Blancs et de Noirs, ce sont des Métis de Blancs et des premiers habitants du pays avant l'arrivée des Noirs et avant l'arrivée des Blancs, qu'on appelait les Bushmen dans une littérature dépassée, ou les Hottentots, et qui sont les Khoisan. Et ces Khoisan sont des gens qui ont des noms afrikaners, qui parlent afrikaans comme les afrikaners, et qui pratiquent le même sport, le rugby, les Noirs, le foot. Donc, il y a 80% de Noirs et 20% de non-Noirs. Si on prend le résultat des élections, tous les partis noirs totalisent 80%. Et les non-noirs, les partis non-noirs totalisent à peu près 20%. Donc, le rapport racial n'a pas bougé. À l'intérieur de ce rapport racial, il y a des mouvements. Alors, du côté des non-noirs, il n'y a pas de mouvement, puisque le Parti démocratique, qui est le parti des libéraux blancs, qui est devenu le Parti des blancs maintenant, fait à peu près 18%, 20%, il stagne. Les petits partis métis également, donc ça ne bouge pas. Alors du côté des Noirs, 80%. Que s'est-il passé du côté des Noirs? Mais il s'est passé que les Zoulous ont quitté l'ANC. C'est pas une révolution. Ce sont les Zoulous qui n'ont pas accepté que Jacob Zuma, qui était leur chef et qui était le président de la République,
et qui avait des casseroles terribles de magouilles, de trafic, mais tout son nom. Des magouilles, des trafics, extraordinaires, une corruption inimaginable. Les Zoulous n'ont pas accepté que Jacob Zuma soit évincé de la présidence et de l'ANC. Et ils se sont vengés en créant un parti, Mkoto Usizwe, qui est le parti de Zuma. Et si vous calculez les voix obtenues par ce parti, eh bien, ce sont les 15% qui ont été perdus par l'ANC aux élections. C'est-à-dire que rien n'a changé. Rien n'a changé. Alors, c'est un genre de rapport de force interne entre l'ANC, mais au point de vue global, ben, il ne s'est rien passé. Mais là, oui, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose de l'incompétence ou de l'idéologie ou de l'aveuglement des commentateurs qui vont décrire une situation politique sud-africaine comme s'ils décrivaient les élections européennes en France ou en Pologne. Ça ne change donc strictement rien, disons, disons, à l'affaiblissement structurel de l'Afrique du Sud et à sa situation. Si, ça va accélérer encore le phénomène. Pourquoi? Parce que comme l'ANC va avoir besoin d'alliés pour gouverner, il est bien évident que l'ANC ne va pas aller chercher des alliés blancs. Parce que les alliés blancs ont une politique, enfin, les blancs ont une politique, promotion politique totalement à l'opposé de l'ANC. L'ANC est pour nationaliser les fermes de vaches et pour l'affirmative action. Et le Parti démocratique blanc est contre. Donc, l'ANC va forcément chercher des appuis dans les partis d'opposition, dont notamment le parti de Malema, le parti Economic Fighters. Or, pour le parti de Malema, il y a un préalable non négociable, c'est prendre les terres des Blancs. D'ailleurs, tous les députés ANC ont voté, il y a quelques années, pour la reprise des terres des Blancs. Mais l'ANC voulait y aller doucement, tandis que désormais, l'ANC va être obligée d'y aller plus vite. Donc, va accentuer la rapidité de l'effondrement économique de ce pays. Oui, sur un scénario très proche de ce qui s'est passé du temps de ce qui s'est passé ailleurs sous Mugabe ou d'autres. Ils vont au Zimbabwe. Au Zimbabwe. Non, c'est rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Nous sommes dans les grandes constantes. D'où l'utilité de l'histoire longue et d'un homme qui sait la lire. Merci beaucoup, cher Bernard. Justement, si vos auditeurs sont intéressés, qu'ils viennent sur mon blog et surtout qu'ils s'abonnent à ma revue L'Afrique réelle, où véritablement j'explique tout ça. Tout à fait. Justement, cher Bernard, vos ouvrages, votre revue, c'était pour ma conclusion, c'est comment peuvent-ils se les procurer? Moi, je le dis, abonnez-vous à l'Afrique réelle. Moi, c'est mon plaisir mensuel. Mais comment peuvent-ils obtenir vos derniers ouvrages et votre revue? Mais pour l'abonnement, c'est très simple. Ils viennent sur mon blog, blog officiel de Bernard Lugan ou Afrique Réelle, et puis ils s'abonnent par PayPal. Je pense que les abonnés de votre chaîne sont modernes, ils ont Internet, et ils travaillent par PayPal, et ils reçoivent la revue une fois par mois, plus mes communiqués que je fais régulièrement. Quant à mes livres, soit ils sont édités par des éditeurs et ils les trouvent en librairie, soit encore plus facile, ils viennent sur mon site, sur mon blog, et j'ai tout mon catalogue et ils commandent des livres par PayPal également. C'est très simple. L'adresse du blog est immédiatement en description. Merci et beaucoup, cher Bernard, pour ce petit point d'actualité africaine et j'espère à très bientôt. À très bientôt, merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.